Bonjour, je suis le docteur Vincent et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de jeûne. Donc pour ceux qui m'ont suivi sur mes premières petites aventures du début d'année, vous savez que j'ai pratiqué un jeûne de 5 jours, c'est la première fois que j'en pratiquais un aussi long et je vous avais donné des petits éléments d'information au fur et à mesure que j'avançais dans cette expérience. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un petit récapitulatif de la science de base, on va parler de quelque choses qui sont accessibles, pour vous donner en fait l'état de la science, l'état de la connaissance que nous avons à ce jour sur les pratiques de jeûne. Parce qu'effectivement, on va retrouver énormément d'informations, pas toujours de très très bonne qualité sur le web, que ce soit sur la culture blog, wellness, fitness, façon Instagram, ou bien des sites qui vont vous promettre la jeunesse éternelle et la capacité de guérir toutes les pathologies grâce à l'abstinence alimentaire. Évidemment, on se doute bien qu'il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont sans doute fausses, et puis il y a des zones grises, des lieux dans lesquels la science s'investit pour essayer de faire la part des choses. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller regarder un petit peu ce que l'on sait vraiment de façon certaine sur la pratique du jeûne, afin que vous puissiez vous faire pour vous-même une idée et nourrir un petit peu mieux les conversations, parce qu'il se trouve que moi-même, après mon expérience, pas mal de gens sont venus me voir, m'ont parlé de façon assez passionnelle de la pratique de jeûne, soit qu'ils en aient pratiqué, soit qu'ils voudraient l'utiliser dans le futur. Et donc moi, je voudrais vous donner un petit peu aussi des recommandations générales que vous puissiez soit utiliser pour vous-même, soit pour aller auprès de votre praticien, de votre médecin, pour éventuellement discuter de cette approche. Donc déjà la première chose, il y a deux types de jeûne, il y a deux façons de ne pas manger, et ici on va parler exclusivement de jeûne avec restriction alimentaire, je ne parlerai pas de la restriction en eau, ce qu'on appelle le jeûne sec, parce qu'il n'y a absolument aucune forme de littérature scientifique dessus, elle présente à ce jour aucune forme d'intérêt. Donc deux formes de restriction alimentaire qui sont le jeûne intermittent d'un côté et le jeûne long de l'autre. Donc en 1, on va parler du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est un jeûne qui est court. C'est-à-dire qu'il va durer au minimum de 16 à 18 heures et il va pouvoir aller jusqu'à 36 heures. Ce jeûne-là est très à la mode en ce moment, on le voit dans beaucoup de plans préconisés pour contrôler son poids, éventuellement pour s'en servir en tant que thérapie supplémentaire pour des troubles métaboliques. Quelque chose que l'on a énormément, qui est extrêmement présent sur le web. Donc le jeûne intermittent, c'est quoi? Le jeûne intermittent est un jeûne qui est court. Il va durer en gros entre 16-18 heures jusqu'à 36 heures. C'est-à-dire que vous allez essentiellement sauter 2 repas d'affilée et faire en sorte que la période de temps pendant laquelle vous ne mangez pas va durer de 16 à 18 heures jusqu'à 36 heures. C'est-à-dire la fenêtre de temps qui se passe entre 2 repas. C'est-à-dire que si vous mangez le soir à 20 heures par exemple, ça vous fait 4 heures pour aller à minuit, 12 heures de plus pour aller à midi, donc là on sera déjà à 16 heures. C'est à peu près la fenêtre de temps minimale qu'il faut pour avoir un début d'impact sur l'organisme, et on va voir les impacts que ce jeûne a. On peut prolonger ce jeûne jusqu'à peu près 36 heures, c'est-à-dire qu'en pratique, c'est que si vous finissez un repas, je sais pas, par exemple mercredi soir, vous allez reprendre une alimentation le vendredi matin. À ce moment-là, vous avez toute la journée, vous avez les 24 heures qui sont en off, niveau nourriture, plus les 2 bouts de nuit que vous avez entre le mercredi soir et le vendredi matin. En gros, ce sont des jeûnes qui sont relativement faciles à expérimenter pour soi-même et qui vont avoir essentiellement comme impact de réduire la charge courante en insuline dans le système. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, qu'est-ce que c'est que l'insuline? L'insuline est une hormone fondamentale dans le métabolisme humain qui nous permet de contrôler le glucose. Le glucose, donc un sucre, circule dans notre sang pour alimenter en énergie le cerveau, les organes, les muscles. C'est ce que nous brûlons au quotidien, c'est notre source d'énergie principale. Le glucose est quelque chose qui est relativement toxique de façon paradoxale. C'est-à-dire que si on en a
un petit peu trop dans le sang, le glucose commence à se lier avec un certain nombre de molécules, les transporteurs de cholestérol, l'hémoglobine vont rendre ces molécules-là toxiques et vont créer par la suite quantité de pathologies que l'on connaît très bien, dont les pathologies cardiovasculaires, parce que cela attaque la membrane des artères. Donc si on en a un petit peu trop de glucose, globalement, on va se retrouver avec des gros pépins de santé de façon prolongée. Et ce sont les pépins de santé du diabète, essentiellement du diabète de type 2 dans le cas qui nous concerne. Le problème, c'est que si le glucose est trop bas, alors à ce moment-là, on n'a pas assez d'énergie qui circule dans le sang et surtout, on n'arrive pas à alimenter suffisamment notre cerveau qui consomme énormément d'énergie. Pour vous donner un ratio, le cerveau, c'est 3% globalement du corps, mais c'est 20% de la consommation énergétique. Donc, notre cerveau, lui, bouffe du glucose en permanence et il n'a pas de stock. Donc, il est à flux tendu. Ce qui fait que vous avez une fenêtre efficace sur la valeur de glucose circulante dans le sang qui est assez restreinte. Trop, vous commencez à devenir toxique, pas assez, vous passez en hypoglycémie, le cerveau ne reçoit plus assez de glucose et c'est les moments où on va commencer à se sentir affaibli et avoir toutes les manifestations que l'on connaît de l'hypoglycémie. Sachant que dans certains cas, ça peut être relativement dangereux et que cela peut aller jusqu'à des troubles délirants, voire la perte de conscience et le coma. Donc, ce glucose est régulé par deux hormones qui sont l'insuline et le glucagon. L'insuline fait baisser la glycémie, donc la quantité de glucose dans le sang. Le glucagon le fait remonter. Et il se trouve que dans nos régimes occidentaux, industriels, remplis de nourriture très appétante, mais aussi très mauvaise pour la santé, remplis de sucre, on se retrouve régulièrement avec des gros pics d'insuline. Et le souci, c'est que si on se retrouve avec cette série de pics d'insuline sur une très longue période, c'est-à-dire plusieurs mois, plusieurs années, de façon progressive, on va développer une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que le message que donne l'insuline de baisser la glycémie dans l'organisme passe de moins en moins bien. Moi, l'image que je retiens souvent, que je donne souvent aux personnes que je coach, c'est que c'est un petit peu l'histoire d'une mère qui va avoir un fils de 14 ans qui ne veut pas ranger sa chambre. C'est-à-dire qu'au début, elle va régulièrement venir, elle va lui crier gentiment dessus pour qu'il range sa chambre. Donc il va ranger sa chambre au début. Et puis l'habitude étant prise que la mère gueule et l'ado ne veut plus ranger sa chambre, il faut qu'elle crie de plus en plus fort pour avoir une efficacité pour que la chambre soit enfin rangée. Il se trouve en fait que l'efficacité de l'insuline sur la régulation de la glycémie suit à peu près la même logique. L'organisme au début va recevoir le message de l'insuline et va absorber du glucose, essentiellement dans le foie et dans les muscles, pour diminuer la glycémie jusqu'à une valeur qui soit acceptable. Mais si l'on répète sans arrêt des ingestions massives de sucre, alors à ce moment-là, on se retrouve avec un organisme qui est de moins en moins sensible au message de l'insuline, voire même on peut se retrouver avec un épuisement de la production d'insuline, et c'est là que l'on constitue une insulinorésistance et un diabète de type 2. Et ce diabète de type 2, lui, est associé avec un ensemble de pathologies, dont les pathologies cardiovasculaires, mais aussi, on s'en rend compte, des pathologies neurodégénératives, un certain nombre de cancers, un certain nombre de problèmes inflammatoires chroniques. Et ça, évidemment, c'est pas bon. Et donc l'intérêt du jeûne, parce qu'on revient au sujet de base, l'intérêt d'un jeûne relativement court, c'est que vous comprenez bien que si vous ne mangez pas pendant 16 heures, 18 heures, 24 heures, 36 heures, votre niveau d'insuline sera bas parce que vous n'absorbez pas de glucose. Vous ne mangez pas. Et au contraire, c'est l'autre hormone qui va commencer à travailler, le glucagon, qui va chercher à faire remonter la glycémie. Et donc pendant toute cette période de temps, l'organisme va être en repos du message d'insuline. Le pancréas, qui est l'organe qui produit l'insuline, n'aura pas à aller sécréter de l'insuline et le relâcher dans notre système sanguin général. Et donc avec cela, on peut progressivement restaurer une sensibilité à l'insuline, ou si l'on n'a pas encore de problème d'insulinorésistance, offrir un repos général au système insuline-glycémie. Et ça, c'est très intéressant pour un grand nombre de pathologies, dont on pourra parler dans de prochaines vidéos. Mais globalement, il faut bien comprendre que ceci, le sucre
hein, c'est une des causes les plus importantes des grandes pathologies générales, ce qu'on appelle les maladies non communicables, qui nous touchent tous et qui touchent nos proches. Hein, ce sont, donc je vous le répète, l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, les pathologies cardiovasculaires, les pathologies neurodégénératives. Cela ne veut pas dire que ce soit le seul coupable, mais c'est un coupable absolument majeur. Et donc le jeûne intermittent, à ce niveau-là, nous offre quelque chose de très intéressant, parce qu'il nous permet donc de nous offrir un break, des vacances sur la fonction insulinique. Une autre chose qui est très intéressante pour le jeûne intermittent, c'est une mise au repos du tube digestif. C'est-à-dire que vous n'avalez pas, vous ne mangez pas, donc l'estomac ne va pas travailler. On va créer un petit peu d'espace dans les intestins et relâcher un petit peu la pression sur nos fonctions digestives. On pense qu'a priori, il n'y a pas, ce dont on parlera après, pendant le jeûne intermittent, de fonction de nettoyage général de l'organisme, l'autophagie. A priori, ce mécanisme arrive beaucoup plus tard, autour du 3e, 4e jour. Donc voilà l'intérêt principal du jeûne intermittent. Pour ce qui est du jeûne long, là on se trouve sur une physiologie qui est beaucoup plus complexe et qui est beaucoup plus riche, avec un impact systémique sur notre organisme qui va être très intéressant. Le jeûne long, globalement, ça commence à partir de 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce que c'est le temps qu'il faut pour que, d'abord, la quantité de glucose que nous avons dans l'organisme baisse suffisamment pour qu'un relais soit pris par les tissus gras. Qu'est-ce qui se passe? Si vous vous rappelez, lors de mon expérience, j'avais monitoré 2 choses, ma glycémie et mon niveau de corps cétonique. Alors, qu'est-ce que c'est que tout cela? Je vous disais au début de cette vidéo que la façon principale de fournir de l'énergie à l'organisme, c'est le glucose. Le glucose, c'est une forme de sucre extrêmement simple que nous consommons par le biais des aliments riches en amidon, comme la pomme de terre, le pain, le riz, les pâtes, et que nous trouvons aussi dans les fruits, soit sous forme libre, glucose directement, soit sous forme par exemple de ce qu'on appelle le sucre, mais il y a la confusion entre le sucre et les sucres. Donc le glucose, ce n'est pas le sucre, mais c'est un sucre, si vous voulez. Et donc le sucre, classiquement, c'est une molécule de glucose qui va être collée à une molécule de fructose. Et ça a un goût sucré très important. Donc on en trouve notamment dans les fruits, et quand on l'extrait et on le purifie, qu'on le raffine, on a le sucre de table, le sucre cristal, que l'on utilise habituellement pour les pâtisseries, etc. Donc ça, c'est notre source principale d'énergie. Nous avons une réserve qui va couvrir à peu près, selon les individus, selon le niveau d'entraînement, entre 18 et 30 heures de fonctionnement. Les réserves de glucose sont essentiellement dans le foie et dans une certaine marge dans les muscles, sous forme de glycogène, c'est-à-dire des longues chaînes de glucose qui en permettent le stockage. Globalement, si vous ne mangez pas, au bout de 18-24 heures, vous allez avoir la glycémie qui va fortement baisser parce que il n'y a plus de glucose dans l'organisme. Et à ce moment-là, vous allez ressentir évidemment une fatigue, un ralentissement général, parce que tout simplement, vous n'avez plus de fuel qui circule en quantité suffisante, et notamment pour votre cerveau. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'organisme évidemment va répondre et va commencer à taper dans d'autres réserves énergétiques, c'est-à-dire le gras, c'est-à-dire les acides gras. Les acides gras, eux, vont être lentement mobilisés. Au début, ça prend un certain nombre d'heures pour que le stock de graisse s'ouvre, et ça c'est permis par le fait que l'insuline soit très basse. Le stock de graisse s'ouvre, envoie des acides gras vers le foie essentiellement, qui lui-même va transformer les acides gras en corps cétoniques, qui vont eux remplacer dans leur fonction le glucose. C'est-à-dire qu'au lieu de brûler du glucose, parce que littéralement on brûle le glucose, on va brûler des corps cétoniques, et notamment un corps cétonique qui s'appelle le bêta-hydroxybutyrate. C'est un fuel très particulier, extrêmement puissant, mais que l'on met du temps à synthétiser. Et c'est pour ça aussi que vous avez pu voir dans mon expérience que mon niveau de corps cétonique n'a pas fait ça. C'est-à-dire qu'on a eu une baisse progressive sur à peu près 2 jours de ma glycémie, et ensuite on a eu une réaction en parallèle de la production de corps cétonique, où à la base j'avais 0,1 mmol par litre, c'est-à-dire quasiment rien.
Au bout de 24 heures, j'étais passé à 0,4 et c'est au bout de 2 jours, 3 jours que mon taux est monté dans les environs de 5 millimoles par litre, c'est-à-dire une quantité suffisante pour assurer un bon fonctionnement énergétique. Ce qui est intéressant donc, c'est que dans le jeûne long, c'est là que l'on commence à avoir la synthèse, la production de bêta-hydroxybutérate de corps cétonique. Et ça, c'est un des premiers effets extrêmement intéressants du jeûne, c'est que la production de ces corps énergétiques est associée à des effets très bénéfiques, en premier lieu sur le cerveau. Il apparaît effectivement que le cerveau aime bien brûler ce type de corps énergétique et qu'on se retrouve dans une situation de très bonne clarté mentale et de stabilisation générale d'un certain nombre de fonctions cérébrales. C'est assez étonnant, mais c'est une chose qui est connue depuis assez longtemps, c'est-à-dire depuis le début du XXe siècle, où on se servait du régime cétosique, afin de stabiliser les enfants qui avaient des crises d'épilepsie. C'est-à-dire qu'on leur faisait manger essentiellement des corps gras, ils n'avaient plus accès aux sources du glucose, et cela permettait de stabiliser dans une large mesure leurs problèmes d'épilepsie. C'est une chose d'ailleurs qui revient à la mode médicale pour les épilepsies récalcitrantes chez les enfants, c'est-à-dire celles qui sont mal équilibrées par les médicaments habituels. Donc ça, c'est le premier effet qui est très intéressant dans le jeûne long, c'est que vous allez avoir une action positive sur le cerveau qui est notamment démontrée par l'élévation d'une espèce d'hormone qu'on appelle le BDNF, qui est un véritable neurotropique. C'est-à-dire c'est une hormone qui va dire au cerveau qu'il est temps de fabriquer de nouveaux neurones. C'est-à-dire que vous avez un effet très positif sur le développement cérébral et au moins sur les modèles animaliers, ceci est associé à des très bonnes capacités de récupération post-AVC, c'est-à-dire accidents vasculaires cérébraux. Et sur un certain nombre de modèles, nous avons aussi la preuve qu'il y a une amélioration sur un certain nombre de maladies neurodégénératives, dont la maladie de Parkinson et le modèle d'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer. Ceci sur des modèles animaliers avec une suspicion forte sur le cerveau humain, mais pas encore de preuves cliniques à ce niveau-là définitives. Le second effet intéressant du jeûne long, c'est celui que l'on avait déjà pour le jeûne intermittent, c'est-à-dire la réduction de la charge en insuline. Et maintenant, le jeûne long est utilisé dans certains organismes universitaires de recherche hospitaliers, notamment en Amérique du Nord, pour soigner, voire même guérir les diabètes de type 2 chez des sujets obèses. Et là, à ce moment-là, quand on parle de jeûne long, on parle vraiment de jeûne très très long, c'est-à-dire qu'on peut mettre les gens en restriction alimentaire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, de façon à ce qu'il y ait une quasi-suppression de la sécrétion d'insuline et une restauration totale chez un grand nombre de sujets de leur capacité à réinterpréter le message de l'insuline correctement, c'est-à-dire qu'on soigne littéralement leur diabète. Alors évidemment, on ne s'arrête pas de manger pendant 1 à 3 mois sans surveillance médicale stricte d'un côté, et d'un autre côté sans supplémentation importante en sels minéraux et en différents nutriments dont les vitamines. Évidemment, cette supplémentation-là n'est pas absolument nécessaire si vous faites des jeûnes relativement resserrés dans le temps, de 3 à 5 jours. Mais ça devient absolument indispensable quand vous faites des jeûnes très prolongés, parce qu'un grand nombre de nos fonctions biologiques ne peuvent pas du tout fonctionner sans l'apport de bonne qualité de différents types de vitamines. Vitamine du groupe B, vitamine C, vitamine A, etc. Il en va de même pour un grand nombre de sels minéraux, tels tout simplement que le sodium, qui va maintenir notre pression artérielle, mais on va aussi parler du potassium, du calcium, etc. Donc cela se fait dans des environnements extrêmement contrôlés, mais on a quand même des résultats cliniques extraordinaires. C'est-à-dire le contrôle de l'insulino-résistance et probablement une piste thérapeutique qui reste à confirmer, mais une piste thérapeutique extrêmement intéressante pour soigner, voire même guérir le diabète de type 2, c'est qui est une chose que l'on ne sait pas faire avec des médicaments qui vont seulement contrôler le diabète. Donc ça, quelque chose de très positif. De façon associée, on va avoir un très bon contrôle de l'hypertension artérielle, qui est une pathologie dont on commence à comprendre aussi qu'elle est extrêmement liée à l'insulino-résistance. Un autre effet du jeûne long qui va être très intéressant, c'est une action de prévention sur les cancers.
voire maintenant, et ça c'est passé dans les protocoles thérapeutiques, dans les institutions médicales les plus avancées, notamment aux États-Unis, et aussi cela commence à arriver en France, on utilise le jeûne long, là, de 3 jours dans ce cas-là, pour le co-traitement du cancer. Pourquoi et comment ? Donc nous parlons de 2 choses. D'une part de la prévention, d'autre part de cette adjonction au traitement anticancéreux du jeûne. Globalement, cela joue sur les mêmes notions. C'est-à-dire que les cancers sont des cellules qui sont devenues non pas nécessairement folles, mais qui ont perdu leur capacité à être régulées par le reste de l'organisme. Donc elles sont dans des phases de croissance un petit peu délirantes. Et pour cela, elles consomment énormément d'énergie. Elles ont une très grande appétence pour le glucose et elles ont perdu en même temps leur capacité à se réguler. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que quand vous faites un jeûne long et que vous réduisez énormément votre glycémie, parce que c'est la conséquence immédiate de la chose, vous allez priver des organismes, des cellules qui ont extrêmement faim en énergie. Et il se trouve que les cellules cancéreuses, en règle générale, n'ont pas la capacité de métaboliser le bêta-hydroxybutyrate. C'est-à-dire que, littéralement, vous créez une famine pour les cellules cancéreuses. Donc c'est là où on comprend que déjà dans une approche de prévention, on peut avoir cette notion-là, que si vous avez ici et là un petit cancer supplémentaire, et il faut savoir que l'on génère en moyenne 1 cancer par jour. Hein, ah oui, ça peut choquer quand on entend ça. On génère en moyenne 1 cancer par jour qui est immédiatement détruit par le système immunitaire. Et donc, dans ce cadre-là, on va pouvoir aider de façon supplémentaire le système immunitaire à se débarrasser de ces cellules. De plus, il y a le mécanisme d'autophagie dont on sait qu'il participe à la destruction et au recyclage de protéines, voire même de cellules entières, qui sont plus ou moins déficientes, plus ou moins malades, et l'on pense que cette action-là va permettre aussi le nettoyage de cellules précancéreuses, voire le nettoyage de cellules qui sont sénescentes, c'est-à-dire qui sont en train de rentrer dans une phase de mort, et ainsi de rendre le reste des cellules plus visibles au système immunitaire qui lui-même va avoir comme fonction d'identifier les cellules cancéreuses et de les détruire. Donc ça, c'est l'action préventive. Mais pour à peu près les mêmes raisons, on va avoir une action efficace, thérapeutique, qui est déjà démontrée et validée en traitement adjacent des cancers dans le cadre de chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est quoi? C'est globalement injecter à un individu qui est malade, atteint de cancer, un certain nombre de produits extrêmement toxiques, en espérant que ces produits-là ciblent spécifiquement les cellules cancéreuses et moins les cellules saines. Globalement, ce sont des produits qui vont empêcher la réplication des cellules. C'est pour cela d'ailleurs tout de suite qu'on comprend que quand on a droit à un bon cycle de chimiothérapie, on va se retrouver avec des problèmes digestifs majeurs et une chute de cheveux, par exemple. Pourquoi? Parce que non seulement la chimiothérapie va attaquer le cancer, mais elle va aussi être hautement captée par toutes les parties de l'organisme qui se renouvellent rapidement. Donc on comprend l'association entre bloquer la réplication des cellules et le fait que l'on va perdre ses cheveux. Eh bien, il se trouve que si l'on pratique un jeûne avant la chimiothérapie, et ce pendant 3 jours, c'est-à-dire qu'à J1, 2 et 3, vous ne mangez pas, et ensuite vous faites votre cycle de chimio, à ce moment-là, on va observer 2 choses. La première chose, c'est que les effets secondaires sont très largement diminués dans les jours et la semaine qui suit la cure de chimiothérapie. Le second effet est une potentialisation de la chimiothérapie. C'est quelque chose d'assez magnifique. Pourquoi? Parce qu'au bout de 3 jours, vous avez déjà commencé à imposer une déplétion en glucose, donc déjà vos cellules cancéreuses commencent déjà à souffrir, et en même temps à côté les cellules elles qui fonctionnent normalement ont accès à la régulation, et donc elles vont se mettre dans un mode assez particulier, on appelle ça le mode de starvation, qui va faire en sorte qu'elles vont être beaucoup moins promptes à absorber la chimiothérapie quand elle va passer dans le sang. Alors que les cellules, elles, cancéreuses, vont avoir extrêmement faim et vont absorber davantage la chimiothérapie. Donc on peut utiliser maintenant de façon assez fréquente pour un grand nombre de cancers
une stratégie de jeûne long mais court, parce que c'est 3 jours, de façon à augmenter l'impact de la chimiothérapie tout en diminuant les effets secondaires. Et si vous-même, vous avez eu un cancer, ou autour de vous, vous avez eu des amis ou des membres de votre famille qui sont atteints de cancer ou qui l'ont été, vous avez pu voir à quel point le lendemain de la chimiothérapie est particulièrement désagréable. Encore un dernier élément sur le jeûne de long terme, c'est l'impact que l'on va avoir sur la modulation du système inflammatoire, qui est une chose très importante pour toutes les personnes qui ont des pathologies auto-immunes. Il se trouve effectivement que le jeûne prolongé a la capacité de moduler vers le bas le système inflammatoire et d'en améliorer généralement l'équilibre. Et donc, quand pratiquer le jeûne pour soi-même et surtout quand ne pas le faire? Moi, je voudrais particulièrement insister sur les moments où il ne faut pas le faire. Si vous avez des troubles du comportement alimentaire, si vous êtes dans un état physique dégradé, si vous avez une grosse fatigue, si vous êtes dans un environnement infectieux, c'est-à-dire si vous avez une maladie virale ou bactérienne, si vous avez des troubles psychiatriques, si vous prenez des médicaments, et notamment des médicaments hypoglycémiants, c'est-à-dire des médicaments qui font baisser le niveau de sucre dans le sang, vous devez a priori ne pas vous intéresser au jeûne ou alors le faire dans un environnement qui est médicalisé. C'est absolument indispensable d'avoir l'appui d'un professionnel autour de ces pratiques-là, car ce n'est pas parce que c'est à la mode que cela va d'une part tout soigner et que d'autre part cela est sans effet, vous vous doutez bien. Si d'une façon générale vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas l'ensemble des problèmes que je viens de lister, alors je vous invite à considérer la chose. Sans doute vous voulez avoir d'autres informations, vous pouvez quand même vous rapprocher d'un médecin ou de quelqu'un qui sera capable de vous encadrer et de vous proposer une bonne méthodologie pour vous orienter vers le jeûne et notamment en début, éventuellement, le jeûne intermittent. Cela peut être intégré dans une stratégie générale de prévention et d'équilibrage de votre santé. Il ne faut pas oublier que d'une façon générale, le jeûne, être en état de jeûne au moins court, est un état métabolique qui est normal. L'anomalie historique dans l'histoire humaine, c'est de manger 3 fois par jour tous les jours, pendant des dizaines de milliers d'années, et voire même chez nos ancêtres. Le fait de ne pas manger pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours était quelque chose de tout à fait normal. Et donc, de façon logique, il y a plusieurs mécanismes physiologiques qui se sont développés pour pouvoir répondre de façon naturelle à cet état-là, et voire même pour y trouver une forme d'équilibre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous informer correctement sur le jeûne. N'hésitez pas à poser vos commentaires en dessous, poser vos questions. Je tâcherai d'y répondre. Et je vous retrouverai donc bientôt dans une nouvelle vidéo pour pouvoir continuer notre exploration de la science en médecine préventive et anti-âge. Portez-vous bien!